Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épicerie culturelle du territoire. Je suis ravie de vous retrouver après cette trêve estivale et j'espère que vous avez tous passé un bel été et que la reprise s'est bien passée aussi pour vous. Alors nous sommes en direct sur Radio Grand Lac pendant 1 heure. Nous allons ensemble franchir les portes du monde littéraire. Dans une première partie, nous parlerons de l'événement tant attendu, les rencontres littéraires organisées par la Fondation de la Facime qui a lieu ce week-end à Aix-les-Bains et au Prieuré du Bourget du Lac, avec tout un petit monde qui est prêt à nous accueillir nombreux, pendant lequel nous pourrons nous laisser porter par des lectures, des tables rondes, rencontrer des auteurs talentueux tels que Lydie Salvert qui sera en ligne avec nous tout à l'heure, Grégory Bucher qui était en résidence d'écriture à Saint-Pierre-d'Albigny, qui était venu nous parler de son brillant ouvrage Malakoff. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Ah, j'ai pas de réponse. Non. Mais je vous le recommande, je vous le conseille. Mais aussi Hélène Frappat, Bertrand Belin, Dounalou, etc., etc. Dans une deuxième partie, on s'intéressera à la fabrication du livre. Alors, comment créer un bon roman avec toutes les étapes nécessaires, de sa conception à l'édition, la promotion, tout le chemin qu'il a à parcourir avant qu'on puisse le tenir en main. Et enfin, en dernière partie, on s'interrogera sur la place du livre dans un monde ultra numérique qui est le nôtre. Est-ce qu'on lit encore ? Est-ce que les réseaux sociaux, les écrans ne prennent pas toute la place de notre temps libre ? On verra ça pour terminer. Alors pour cela, à mes côtés, j'ai Fabrice Gabriel, directeur de la Facime et organisateur donc de l'événement des rencontres littéraires au Prieuré du Bourget, du Bourget du Lac. Je vais y arriver. Qui aura lieu du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, c'est bien ça ? C'est bien Fabrice. Ça, bonjour. Bonjour. Albert Benloulou, bonjour, vous êtes éditeur d'un grand nombre de romans, et notamment dont ceux du célèbre auteur Frédéric Dard, avec qui vous étiez très amis. Oui, je le regrette. Vous regrettez ? Je regrette de ne plus l'être parce qu'il est parti bien trop tôt. Ah oui, voilà. Ça... Donc, mais je suis toujours ami de ses livres, puisque je m'en occupe. Et j'espère bien que vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Comptez sur moi. Très bien. Christian Pluche, donc vous êtes l'auteur d'un roman très prometteur chez Nini, on trouve aux éditions La Fontaine de Sibué, un éditeur... De Siloé, La Fontaine de Siloé. Décidément, de Siloé, à Chambéry. Et d'autres encore, vous nous raconterez un petit peu votre parcours. Bien. Oui, bien volontiers. Et également en ligne, alors je ne l'ai pas tout de suite, sera là aussi Lydie Salvert, qui est auteure de plus d'une 20aine de livres, dont plusieurs ont été traduits en plusieurs langues, primés, adaptés au théâtre, et dont un d'ailleurs a reçu le prestigieux prix Goncourt en 2014. Alors pour lancer le sujet, je vous propose de partir en musique et de nous laisser nous porter par Bertrand Belin, Lentement, qui est aussi le titre de la chanson, qui sera aussi présent aux rencontres littéraires ce week-end. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Oui, nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac, dans l'épicerie culturelle du territoire, où nous parlons du monde du livre aujourd'hui, avec, pour cette première partie, les rencontres littéraires qui fêtent leurs 20 ans. C'est ça, Fabrice Gabriel ? Oui, c'est bien ça. Alors c'est une façon de célébrer la jeunesse, alors plus que le passé, la jeunesse de ces rencontres, parce que je dirais fêter les 20 ans d'une manifestation comme celle-là, c'est un peu symboliser ce que veut être la Fondation Facime, c'est-à-dire quelque chose qui fait le lien entre le passé et le présent, avec je dirais un goût du contemporain, une façon parce que notre vocation c'est un peu de valoriser, de faire découvrir le patrimoine et le patrimoine de la Savoie ou des Savoies, enfin
d'un territoire comme ça qui n'est pas fermé, mais se veut ouvert sur le monde, hein, puisque c'est une fondation pour l'action culturelle internationale en montagne. Ah, c'est donc, international. Voilà. Et donc le 20 ans, c'est pas mal pour un anniversaire, parce que c'est une façon de dire qu'on est là, on est vivant, on est en forme, même si les temps sont difficiles. Et puis on est rattaché déjà à une histoire qui est un peu longue. Les rencontres littéraires, effectivement, elles ont commencé il y a 20 ans, et autour d'un écrivain qui était Mario Rigoni Stern, donc qui symbolisait bien la dimension, je dirais, alpine, et puis une certaine vocation humaniste aussi de ce rapport à la littérature. Et puis l'histoire de la fondation, elle est un peu plus longue que ça, parce que elle a quant à elle 50 ans. Mais 50 ans, c'est un âge qui est pas mal non plus. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être à la fois relié à un territoire, à sa culture, à une espèce d'identité, mais de l'être de façon ouverte. C'est-à-dire, si on fait la promotion d'un certain patrimoine, ce n'est pas de façon poussiéreuse, mais c'est vraiment pour essayer de le faire découvrir, par exemple, à des jeunes gens, et essayer de le faire vivre à travers des personnalités artistiques, par exemple, qui soient contemporaines. Voilà. Alors, ça fait un peu élément de langage, tout ça, mais si vous venez aux rencontres littéraires le week-end prochain, vous verrez que on essaie d'être vivant. Voilà. On sera là. Alors, comment ça se déroule? Il y a combien d'artistes? Comment se déroulent les choses? Alors, pour les rencontres littéraires, d'abord, l'idée, c'est celle d'un festival, mais un festival un peu particulier. Enfin, ce sont des rencontres littéraires, dont l'idée est de se démarquer un peu de certains rendez-vous qui sont un peu des espèces de supermarchés de signatures où les auteurs viennent, ils font la promotion de leurs livres, le public passe, fait signer, achète, n'achète pas, écoute, n'écoute pas. Nous, notre idée, c'est plutôt de créer quelque chose qui soit comme une expérience le temps d'un week-end. On peut y participer du vendredi au dimanche. On peut aussi choisir, par exemple, de ne venir que le samedi. Mais disons que les gens qui s'y inscrivent, qui s'y inscrivent à l'avance ou qui viennent comme ça à la dernière minute, c'est possible aussi. Ils forment une espèce de communauté. Notre but, c'est pas d'attirer des milliers de personnes. C'est plutôt que, on puisse vivre ensemble, à 100, 200, davantage, un moment où on a un contact avec des écrivains que nous avons choisis, ou des artistes, et qui ont peut-être des choses à se dire entre eux et à échanger avec le public lui-même. Et du coup, on a, parce qu'on a une saison littéraire aussi à la Fondation, où on invite tout au long de l'année des écrivains, certains connus, d'autres qui sont un peu en voie de reconnaissance, à participer à des rencontres qui sont aussi des rencontres dans les bibliothèques, par exemple, dans des lieux où les auteurs, les autrices, comme on dit aujourd'hui, ne vont pas forcément toujours, qui sont un peu plus reculés. Il y a une espèce de dimension un peu pédagogique aussi dans cette idée de découverte. Et puis, alors, est-ce qu'on trouve aussi des éditeurs? Est-ce que c'est plus, j'allais dire, un marché? Non, c'est pas du tout un marché. C'est vraiment un moment d'abord de plaisir. C'est quand même ça le but premier, et de plaisir et de découverte. C'est-à-dire qu'on rencontre et ça c'est une part évidemment très importante, dans un paysage qui est assez extraordinaire, que vous connaissez, hein, c'est la radio Grand Lac. Alors, le Grand Lac, c'est celui autour duquel se déroulent les rencontres cette année. Pendant plusieurs années, elles ont eu lieu à Aix-les-Bains ou à l'abbaye d'Hautecomte. Cette année, on a changé un petit peu. C'est au prieuré du Bourget du Lac. Et donc, si je décline un peu ce motif de la rencontre, c'est la rencontre d'un certain nombre d'écrivains ou d'artistes avec un lieu, un paysage. C'est l'inscription dans des performances. Voilà, alors avec des performances, avec des lectures, des promenades littéraires, avec un certain nombre. Voilà, il y a différents moments. Il y a une espèce de voyage comme ça sur le lac en bateau. Et puis c'est cette idée dans une sorte d'écrin comme ça de nature assez extraordinaire, de pouvoir entendre, découvrir. Alors justement, une écrivaine comme Lydie Salvert, par exemple, qui est
peut-être la plus connue là des personnalités qu'on invite cette année, parce que elle a eu le prix Goncourt effectivement en 2014, et puis il se trouve qu'elle publie un livre là en cette rentrée qui a un titre programme qui pourrait être presque la devise des rencontres aussi, qui s'appelle Rêver debout aux éditions du Seuil, et qui est une sorte de rêverie et de variation à partir de Don Quichotte sur une espèce d'actualité de Don Quichotte aujourd'hui, cette idée que voilà, il faut continuer de rêver dans des circonstances difficiles, et que voilà, on peut être à travers nos pratiques quotidiennes ou de création, on peut être nous aussi des héros qui ne sont pas des perdants. Don Quichotte n'est Alors, pas Fabrice, un je vous personnage coupe parce qu'on a Lydie Salvert en ligne. Peut-être qu'elle veut intervenir aussi ou réagir en tout cas à ce que vous venez de dire. Lydie ? Je ne peux qu'approuver ce que dit Fabrice. Continuons de rêver une vie désirable, un monde habitable, mais en faisant évidemment avec la réalité nue, la réalité brute est souvent détestable. Voilà. Alors est-ce qu'on peut dire on lit parce qu'on a besoin de rêver ? Est-ce qu'on pourrait dire mais ce qui est particulier à ce livre, c'est que c'est un éloge du rêve en même temps qu'un éloge de l'agir. Ne pas séparer le rêve de l'agir. Ne pas séparer le dire et le faire. C'est ce que fait Quichotte. Ne pas séparer la théorie et la pratique. Vous voyez ? Donc nous avons besoin sans doute de rêver, mais pour faire, peut-être, pour faire. Vous voulez dire agir. que le rêve est aussi un moteur, quoi. Le rêve est un moteur. Bien sûr, bien sûr. Je vois Albert Benloulou qui fronce les yeux. Peut-être il veut dire quelque chose à ce niveau-là. Non, c'est vrai que le rêve est important et que le meilleur support, c'est Moi, quand j'ai envie de rêver, je prends un livre. C'est toujours ce que j'ai fait, et parce que c'est un monde qui m'appartient pas, que je vais découvrir. Et donc il y a une curiosité, mais il y a une curiosité presque poétique, c'est-à-dire que je recherche vraiment une atmosphère, un monde, des mots que je ne connais pas, que je n'aurais pas inventés, et qui me font découvrir le rêve des autres. Mais en même temps, est-ce que je peux intervenir aussi ? Bien sûr. Ne considérer la littérature que comme une évasion, ça me fiche la trouille. Elle est ça et elle est autre chose. Et elle est agissante. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr que c'est beau de rêver de l'ailleurs, etc. Mais pas seulement dans un projet de... Oui, le rêve qui n'est pas inscrit, le rêve qui n'est pas inscrit dans une réalité, qui n'est pas incarné, voilà. Vous voulez dire ne peut pas avoir ne peut pas porter des fruits bénéfiques. Il me semble. Alors, c'est un long débat. Oui, c'est vrai. Je reviens aux rencontres littéraires organisées par la FACIM, dont vous serez là ce week-end. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Quel bénéfice en fait vous en tirez ? D'abord, de quelle manière vous allez intervenir, peut-être déjà ? Alors, et quel bénéfice vous en tirez ? Que j'ai accepté de venir parce que c'est Fabrice Gabriel, vraiment. Et parce que aussi, ce qu'il propose, ça n'est pas vraiment les foires qu'on propose ici et là où la foule se presse devant des tables pour acheter des livres. Il me semble, mais en tout cas, je l'espère que ça n'est pas ça. Et si j'ai bien entendu Fabrice tout à l'heure, ça n'est pas ça du tout. Donc voilà mes raisons aussi qui me font arriver à Aix-les-Bains. Alors, et puis, oui. Oui, j'allais vous parler aussi parce que Fabrice parlait du lien aussi entre auteurs qui peut se créer lors de ce genre lors de cette manifestation. Bien sûr. De quelle justement. Alors, de quelle manière en fait vous allez rencontrer l'autre ou l'auteur ? Est-ce que vous avez ce qui me plaît beaucoup, c'est que sur les auteurs présents, je ne connais qu'Hélène Frappa, les autres je vais les découvrir, donc je suis toute intéressée par cette découverte, et découvrir les auteurs, mais pas seulement, les gens, les lecteurs qui viennent vous voir, qui disent des choses
qui vous ont lu ou pas lu. Voilà. Est-ce que ça concrétise aussi, est-ce que ça donne du sens justement aussi à votre travail ? C'est-à-dire que là, vous voyez peut-être les effets immédiats, les témoignages des lecteurs. Oui, sans doute. À la fois, on l'espère et on le redoute évidemment, et on redoute aussi d'être mal compris, peu compris, etc. Je suis très partagée devant ça. Je suis intéressée évidemment par la façon dont les gens reçoivent le livre, et personne ne reçoit un livre de la même façon. C'est ça qui est extraordinaire. Chacun le lit avec son histoire, avec sa vie, avec ses expériences. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous lisez beaucoup, Lydie Selver ? Moi, je suis comme Don Quichotte, je suis une malade de la lecture. C'est un vice, c'est une maladie, c'est une infirmité. Je peux vous poser aussi la question ici dans le studio. Est-ce que vous lisez beaucoup ? C'est quoi beaucoup ? Vous qui êtes dans le monde du livre et spécialisé dans le monde du livre, alors ça on peut dire effectivement. Qu'est-ce que lire beaucoup ? Moi je lis tous les jours. Tous les jours, j'ai toujours un livre, même dans mon smartphone, j'en ai un. S'il suffit que j'ai un temps pour m'arrêter ou d'attendre dans une salle d'attente, etc., je poursuis ma lecture. C'est-à-dire que le livre, en fait, il y a peut-être lorsque je dors que je ne lis pas. Et encore, je le regrette. Christian Pluche ? Eh bien, moi je vais dire simplement que depuis que je sais lire, c'est-à-dire depuis 6 ans, j'ai toujours au moins un livre de chevet, voire 2, voire 3. À 6 ans, j'ai eu une grave maladie. Il y a 6 ans, vous voulez dire ? Quand j'ai eu 6 ans. Ah, quand vous avez Quand j'ai eu 6 ans. D'accord. Donc j'ai eu une grave maladie qui a fait que j'ai passé l'été alité. Et j'avais rien d'autre à faire que de feuilleter les livres qui m'entouraient. Et à force de les feuilleter, les mots se sont imprimés dans mon esprit. Et depuis, ils sont toujours présents. Et j'ai toujours donc au moins 1 ou 2 romans en cours de lecture. Et vous, Fabrice Gabriel ? Oui, moi je crois que je fais partie de ces infirmes, comme dit Lydie. Voilà, je passe mon temps à lire en vérité. Voilà. C'est un bon tic alors. C'est un bon tic, oui, mais c'est aussi quelque chose, et c'est pour ça que on en parlera à l'occasion des rencontres, que le livre qui fait l'actualité de Lydie Selver, Rêver debout, est passionnant aussi. C'est que il pose la question qui est, je pense que celle que se pose tout lecteur, du rapport possible entre la réalité, enfin le rapport au monde, et le rapport au livre, comment on vit de l'un à l'autre, de l'un dans l'autre. C'est ça un peu qui... la tentation est souvent assez grande de voir la littérature, quand on l'aime, comme un refuge, comme un monde où on pourrait se retirer. Et je crois que c'est à la fois dans l'expérience qu'on peut en avoir au quotidien ce qui se passe, en effet, c'est un refuge, de penser aux livres, d'avoir les livres avec soi, en soi, c'est une sorte de bouée permanente, et en même temps c'est autre chose aussi, parce que c'est un cliché absolu de dire qu'on apprend la vie en lisant, mais je crois effectivement qu'on l'apprend, et même dans sa violence, souvent beaucoup plus fortement, si je puis dire, que dans l'expérience qu'on peut avoir du monde. Donc je crois que ça sera très très passionnant. Je vais avoir l'air de faire encore la publicité de nos rencontres le week-end prochain, mais je crois que ça sera passionnant d'entendre Lydie Selver en parler et de confronter un peu cette expérience-là, à la fois d'écrivaine et de lectrice, avec celle des autres auteurs présents, puisqu'il y a aussi dans le programme une table ronde le samedi après-midi que j'animerai, où on essaiera de réfléchir ensemble, et peut-être avec le public aussi, sur un certain nombre de ces questions. Alors je vous fais part de ce qu'a dit Jacques Salomé, qui est expert en communication, et dans un de ses livres, dont j'ai oublié le titre, il a dit « J'ai découvert cette fabuleuse liberté que procure la lecture autour des voyages imaginaires, la possibilité de s'identifier aux héros, celle de créer des mondes, de ciseler des situations ou d'inventer la vie. » Alors j'aimerais bien vous écouter les uns les autres par rapport à ça. Écoutez, ce que je viens d'entendre, ça correspond vraiment à ce que... Il y avait quelqu'un qui disait
qu'est-ce que l'art ? L'art, c'est ce qui rend la vie plus belle que l'art. La littérature, c'est ce qui rend la vie plus belle que la littérature. C'est-à-dire qu'on a une vie, mais on est en même temps sur les rêves des autres, sur la curiosité des autres. Et moi, je sais que je peux vivre ma vie au quotidien, mais si je suis en train de lire un livre, je ne cesse d'y penser. Je me dis, j'aurais plutôt fait comme ci, ou j'aurais plutôt fait comme ça, ou quelle merveille. Et je pense que de temps en temps, il m'arrive souvent... Mais quand vous dites, je vous coupe, mais quand vous dites j'aurais fait comme ci ou comme ça, vous parlez du personnage ou vous parlez de la manière d'écrire et de présenter. Alors, oui, il y a à la fois ce qu'on appelle le scénario du livre, le découpage, où j'aurais mis là parce que j'ai un peu de déformation professionnelle, mais aussi des fois sur des phrases. Et si j'écris, par exemple, j'avais une voiture, ou je n'ai pas de voiture, ou de voiture, je n'en ai pas. Vous voyez, de temps en temps, il m'arrive comme ça de prendre la phrase et de dire est-ce que je mets l'adjectif ici ou pas. Ça, c'est une déformation qui vient... écoutez, j'ai 77 ans, j'ai 50 ans dans ce métier, ça laisse des traces, et pas toujours bonnes d'ailleurs. Hein. Alors, on va marquer une courte pause, on va se retrouver tout de suite après, avec... je vous laisse découvrir la musique qu'a choisie... oh là 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 là, excusez-moi, Christian Pluche, pardon, désolé, qu'on retrouvera après, avec Nino Ferrer, la Rua Madureira. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à vous qui nous rejoignez, nous sommes toujours en direct dans l'épicerie culturelle du territoire avec pour thème pilier central de l'émission le monde du livre. Écrire, raconter des histoires, éditer, publier, rencontrer, développer, promouvoir. La production littéraire, tout un monde, une effervescence de bons mots à imaginer, à écrire, à lire, à savourer. Un chemin de liberté. Avec moi, Fabrice Gabriel, directeur de la FACIM, Albert Bennoulou, éditeur et ami de Frédéric Dard. Je me sens obligée de le dire. C'est bien. Lydie Selver qui était avec nous, auteur de plus d'une vingtaine de livres, dont le prix Goncourt de 2014. Fabrice, vous pouvez me rappeler le titre ? Le titre, il faut que je m'en souvienne. Pas pleurer. Voilà, Pas pleurer. Sur sa mère. Et Christian Pluche, auteur, entre autres, en tout cas, du roman très prometteur chez Nini. Alors, je me tourne vers vous parce qu'on va parler de la fabrication du livre, c'est-à-dire de la conception. Donc, entre le moment où l'idée vient, est-ce que c'est un jour on se réveille, on se dit ah bah tiens, je vais écrire un livre. Ce serait formidable. Hein, ça serait bien. Si ça marchait comme ça, ce serait vraiment exceptionnel et formidable. Mais ça marche pas comme ça. Se retrouver devant une ramette de feuilles de papier avec un stylo et enchaîner page après page comme ça, au début, je pensais que ça se faisait comme ça. Je me souviens d'un film que j'ai vu quand j'étais vraiment gamin. C'était La Symphonie fantastique de Christian Jacques, où on voyait Hector Berlioz qui composait. Et ça avait vraiment l'air très facile, quoi. Parce qu'il avait son papier à musique, et puis sa plume, et puis il notait toutes les notes, et puis elles s'enchaînaient, et puis voilà, ça faisait une symphonie. Donc au début, quand j'étais enfant, je pensais qu'effectivement, quand on écrivait, ça se faisait de cette manière-là. On prenait un stylo, des feuilles de papier blanc, et puis voilà, on se mettait à l'œuvre et ça arrivait comme ça. Alors peut-être que ça arrive comme ça pour certains écrivains. Pour moi, c'est pas vraiment comme ça. Alors racontez-nous, vous. Alors je vais prendre comme exemple la genèse un petit peu de chez Nini, de ce roman. Il est né d'abord par hasard. C'était à une époque où je commençais à écrire beaucoup de nouvelles parce que je pensais, à tort, et c'est pas Albert qui va me contredire, que les nouvelles, comme c'était plus court, c'était quand même beaucoup plus facile à écrire qu'un roman complet. Et c'est pas plus facile à écrire ? Oh que non. Ah non, c'est beaucoup plus... L'art du court, c'est très difficile. C'est très difficile. Il doit rester que la substantifique moelle de ce que l'on veut dire, de l'histoire qu'on veut raconter, et de la manière dont on la raconte. C'est donc très difficile. Fabrice Gabriel, vous êtes auteur aussi, vous ? Oui, il m'est arrivé d'écrire des livres. Oui. Vous écrivez des nouvelles également ? J'ai écrit des nouvelles, oui, mais je trouve que c'est assez compliqué
de théoriser de façon claire la différence, par exemple, entre le roman et la nouvelle, parce que il me semble que il arrive qu'un roman soit, par exemple, une nouvelle qui finalement a pris le temps de vivre plus longtemps, plus longuement. Vous diriez ça aussi ? Non, j'approuve complètement, puisque je dirais la jeunesse de chez Nini, c'est déjà une rencontre due au hasard, puisque je me suis arrêté dans un café qui s'appelle effectivement chez Nini, qui est à Chambéry. Et pour prendre un café, j'ai découvert un univers dans son jus, pourrait-on dire, et complètement hors du temps. Et donc j'ai eu l'idée d'écrire une nouvelle. Alors faites-moi rêver, dites-moi que vous avez commencé à écrire la nouvelle chez Nini. Eh bien non. Oh. J'ai pris quelques notes chez Nini, j'ai bu un café et je suis rentré chez moi, j'ai laissé, je dirais, digérer tous ces éléments-là. Et j'ai écrit une première nouvelle qui s'appelait chez Nini, qui mettait en scène les deux personnages principaux, Polo et Jimmy. Et puis voilà, la nouvelle est restée là un petit moment à décanter. Et j'ai été invité en résidence d'écrivain par une maison d'édition qui m'a demandé un exercice dans lequel je suis absolument nul, qui était d'envoyer un synopsis de roman pour partir 3 semaines dans cette résidence d'écrivain. En Savoie, c'est une résidence C'était en Camargue. D'accord. En Camargue, et j'ai compris l'expression « aller au diable Vauvert », parce que c'est vraiment un endroit qui est très très isolé et où vous avez vraiment toute la sérénité pour écrire. Donc, ne sachant pas faire de synopsis ou n'ayant pas envie de réfléchir un petit peu à ce genre de choses, j'ai envoyé ma nouvelle en disant voilà, cette nouvelle c'est un synopsis, et puis vous l'avez envoyé à un éditeur ? Je l'avais envoyé donc à cette maison d'édition qui m'invitait pour cette résidence d'écrivain. Et vous l'avez pas envoyé à Albert Benloulou ? Alors, on ne se connaissait pas encore, je suis très malheureux, mais nous ne connaissions pas encore. Voilà, et entre le moment où j'ai envoyé cette nouvelle comme synopsis et le moment où je suis parti faire cette résidence d'écriture, eh bien, j'ai réfléchi, noté des idées, et j'ai eu 3 semaines pour les mettre en ordre, vraiment structurer le roman, faire naître d'autres personnages. Un personnage en entraîne un autre, et puis ça permet de créer tout un univers, et c'est de cette manière-là que le roman est né. Alors c'est vraiment une jeunesse qui est tout à fait spécifique, parce que les manuscrits sur lesquels j'ai travaillé depuis sont nés de façon complètement différente, et j'ai l'impression que, tout au moins en ce qui me concerne, la naissance d'un manuscrit, la naissance d'un roman, c'est vraiment quelque chose qui est lié au hasard, qui est lié aux rencontres qu'on peut faire. Et je pense vraiment beaucoup que la vie a beaucoup d'imagination, et qu'il suffit parfois de s'installer à une terrasse de café, d'écouter un petit peu ce qui se dit autour, et puis on trouve vite des sujets d'inspiration. Alors en tout cas, ça a été un coup de cœur, le coup de cœur de la libraire de Chemin Faisant, exactement, Virginie, qui est venue en juin nous présenter ses coups de cœur, dont chez Nini faisait partie. Est-ce que Albert Benloulou, quand on a un manuscrit dans les mains, est-ce que on sait si c'est un livre qui sera un best-seller? Ou est-ce qu'on sait par avance? Est-ce qu'on peut savoir par avance, en fait, le destin du livre? Oui, il y a certainement quelqu'un qui peut le savoir, qui doit s'appeler Miroska, qui fait dans le mar de café, et les lignes de la main, tout ce que vous voudrez. Est-ce qu'il est arrivé, pour autant, que à la lecture d'un manuscrit, j'ai une expérience qui est pas si vieille, 2012, lorsque l'éditeur de Joël Dicker m'envoie le manuscrit en me disant « Albert, je vous envoie ça vendredi, je vous rappelle mardi ». Rappelez-moi le titre. L'affaire Harry-Kébert. Voilà. Lorsque je reçois ce manuscrit, d'abord je pensais que j'allais lire ça très vite, et puis ça faisait 500 pages, j'avais du monde à la maison, il fallait que je donne la réponse mardi. Et la réponse du mardi, ça a été « Bernard, écoutez, si vous sortez ce livre en septembre, donc à la rentrée, eh bien, au 31 décembre, vous devrez probablement, pour l'idée que je m'en fais,
avoir vendu 600 000 exemplaires. Là-dessus, il m'a traité de fou. Il m'a dit, vous êtes complètement fou. Vous êtes très audacieux en tout cas. C'est-à-dire que souvent, on m'a demandé de faire Miroska. Alors de temps en temps, c'est devenu même un jeu. On prend des paris. Mais il y a vraiment. C'est bon à savoir. Non, mais il y a vraiment des livres où je suis, et la majorité des livres et la majorité des romans où je suis incapable de formuler. Là, c'était évident. Parce qu'il y avait tout. Il y avait à la fois le suspense, il y avait le découpage, il y avait la qualité de l'écriture. Je ne veux pas savoir s'il avait été tout seul ou si on l'avait aidé ou s'il y avait quelqu'un qui avait regardé par-dessus son épaule pour corriger les phrases. En tout cas, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça plaise. Et d'ailleurs, je me suis trompé, puisque j'ai dit 600 000 et il s'en est vendu un peu plus de 800 000 au 31. Donc, vous voyez, ça c'est une anecdote comme ça. Mais après... Quand vous... Peut-être que je vais vous laisser finir parce que j'allais vous parler de la suite. C'est-à-dire quand vous êtes... d'accord pour vous occuper en fait d'un manuscrit, qu'est-ce que finalement après il y a l'inverse. Qu'est-ce que ça représente? Non, mais après il y a l'inverse, il y a l'école de la désillusion. Il y a des fois où on a placé un énorme espoir, où on pensait que ça allait marcher, et puis patatras, ça ne passe pas. Et on est souvent bien incapable. On se dit mais c'est une injustice. Je me mets à la place de l'auteur à qui on a espéré, où vous faites une mise en place, comme on dit de ce livre, on le voit partout et puis, ça n'accroche pas. Alors, on arrive souvent à déceler les raisons du succès, mais on n'arrive jamais vraiment à déceler les raisons de l'insuccès. Une mayonnaise qui prend pas. C'est quelque chose qui ne prend pas. C'était trop tôt, trop tard, c'était trop en avance. C'est pas seulement sur les romans, d'ailleurs, même sur les livres d'histoire. Alors après, par rapport à l'actualité de la société, est-ce qu'il y a des romans, justement, qui vont rencontrer un succès parce que justement par rapport à une certaine actualité, c'est un sujet qui va bien tomber. Vous savez, et à contrario, à l'inverse. Vous savez, on va parler du rôle de l'éditeur tout à l'heure. C'est souvent par là que ça passe, dans l'intimité, dans les rapports qu'il y a entre la personne qui a écrit le livre et la personne qui va s'en occuper. C'est toute une alchimie, ce qui n'est pas à 100% gagnante, quoi. Et c'est un risque perpétuel. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui m'envoient des manuscrits, parce que j'en reçois toujours, et je les lis, des fois c'est une lecture forcée, et je dis non. Alors comment je dis, est-ce que je dois dire la réponse de l'éditeur, vous savez, méchant, qui dit la maison d'édition, nous sommes très flattés d'avoir reçu votre livre, il est à la fois intéressant et passionnant. Malheureusement, la partie intéressante n'est pas passionnante et la partie passionnante n'est pas intéressante. Ça, on peut pas dire ça, quoi. Mais c'est vrai que il y a de la part des auteurs, je me dis, aurait-il pu mieux faire, aurait-elle pu mieux faire? Je n'ai pas de réponse à ça. Je sais simplement que le livre est parti et ça n'a pas marché. Et puis des fois, c'est l'inverse. Alors, votre rencontre avec... Alors, j'ai envie de parler et de rebondir en fait sur Frédéric Dard, qui a connu et qui connaît encore un immense succès. Est-ce que vous aviez pressenti cette... Pas du tout. Pas du tout. Quand j'ai connu Frédéric Dard en 1987, il était au summum de son succès. Et il avait perdu son éditeur, puisque sa maison avait été vendue. Moi, j'étais directeur commercial de la maison qu'il avait rachetée. Donc on m'avait dit, on a maintenant, vous allez hériter. J'avais jamais lu de San Antonio, c'était pas mon truc, c'était pas mon atmosphère, et donc je me suis occupé d'un livre qui s'appelait La vieille qui marchait dans la mer, dont on a fait un film avec Jeanne Moreau, enfin qui a eu un immense succès. Et Frédéric Dard était un auteur, était un écrivain aussi anxieux que ceux qui font des premiers romans à chaque fois. Si vous voulez, on mesure là une sorte d'Himalaya d'auteur par rapport à un auteur qui sort un livre tous les 5 ans, etc. Lui, il faisait 6 livres par an. Donc il vivait complètement dans une atmosphère étrangère à sa propre vie, sans arrêt. Sachant il fallait 2 mois pour écrire un livre, mais sur la fin de sa vie, il s'est toujours interrogé de savoir s'il avait réussi sa vie d'écrivain. Il voulait même faire comme Romain Gary, écrire sous pseudonyme pour savoir si vraiment... Pour vérifier s'il avait du talent. Si vraiment il avait une existence par rapport à ses auteurs. Je l'ai découragé de le faire, tout simplement parce que Mozart n'aurait pas écrit de symphonie à 79 ans. C'est tout. Donc mais c'était pathétique, je vous assure. Frédéric Dard, pour les gens qui nous écoutent, c'est minimum 250 millions d'exemplaires vendus.
c'est traduit dans 35 langues. Il a écrit 350 romans. Quand il me demande des conseils, je lui dis, je peux rien te dire, tu es comme le pape, pour parler boulot, tu es tout seul. Voilà. Mais je retrouvais des liens communs, des attitudes communes entre des gens qui écrivent pour la première fois, et lui, cette anxiété, cette angoisse, non pas si ça allait marcher, c'était de savoir si ça allait plaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que, alors tout à l'heure, vous avez dit, je continue de m'occuper, en tout cas de son œuvre. Oui, alors, ça veut dire quoi, finalement? Ça veut dire que je suis mandataire des ayants droit jusqu'à une date récente, c'est-à-dire depuis le janvier de cette année, j'ai passé le relais à sa fille, mais pendant 20 ans, je me suis occupé de faire en sorte que les livres de Frédéric ne soient pas absents des librairies, ne soient pas absents des endroits où l'on vend des livres, parce qu'il y a les librairies, il y a les endroits où on vend les livres, c'est pas toujours la même chose, mais que ce soit toujours à portée du mode public. C'est un travail de Romain. D'abord parce que vous avez des interlocuteurs qui, avec des livres comme Frédéric Dard ou San Antonio, se bouchent le nez. Et puis vous avez des amateurs, voilà, il faut s'en occuper. Alors c'est à la faveur de commémorations, d'anniversaires, de films, que sais-je encore. Voilà. Mais c'est une œuvre. La FACIM aussi, je crois, édite certains auteurs. Oui, la FACIM. Alors c'est une vocation assez, je dirais, modeste en comparaison de la production de Frédéric Dard, hein, mais je crois qu'on peut le dire de beaucoup de maisons et d'auteurs. Oui, notre idée, c'est de faire de l'édition et de la coédition aussi. C'est-à-dire qu'on a créé une collection qui existe depuis quelques années déjà, qui est en coédition avec Paul Sen-Guérin, donc éditeur savoyard, pourrait-on dire. Et l'idée, c'est de faire d'éditer des textes de commande, c'est-à-dire on commande à un auteur qui peut être invité aux rencontres littéraires d'ailleurs, un texte avec une sorte de cahier des charges assez lâche, puisque ça correspond au titre de la collection Paysages écrits, c'est-à-dire un texte qui peut être de fiction, mais qui est assez libre finalement, qui évoque de façon personnelle un certain rapport au paysage, et presque au paysage au pluriel. C'est-à-dire ça peut être la montagne, ça l'a été un certain nombre de fois, mais ça peut être aussi tout autre lieu. Donc c'est cette espèce d'importance pour nous de travailler sur cette question des paysages, de l'identité d'un lieu, de l'ouverture des frontières. Enfin, c'est toute cette thématique-là. Et le dernier livre qu'on a publié était un peu particulier puisque c'est un livre d'entretien en fait, des entretiens que j'avais fait avec, alors pour le coup, un dessinateur plutôt qu'un écrivain, mais qui est Jean-Marc Rochette, qui a un type assez formidable et qui a écrit, qui a dessiné, écrit des livres qui sont de vrais livres, je trouve, et qui est aussi peintre. Et comme j'ai vécu assez longtemps à Berlin, je l'avais rencontré en fait à Berlin, où il s'était un peu retiré parce que c'était une période de sa vie où il avait besoin de prendre un peu de recul, alors c'est vraiment quelqu'un qui vient de la montagne, qui aime la montagne, et j'avais monté avec lui une exposition de ses dessins et de ses tableaux que j'avais découvert à cette occasion. Et quand je suis arrivé ici en Savoie, en fait, lui-même est revenu un peu dans en Isère, dans son lieu d'origine. Et puis on a repris contact, et voilà. Et ce livre est né comme ça, qui s'appelle Manifeste pour peindre le bleu du ciel, qui est, je crois, alors je le dis pour la FACIM, mais aussi parce que c'est un plaisir aussi, qui est un très beau livre, et qui a été un bonheur à faire, parce que réfléchir comme ça sur le rapport au paysage, au lieu, au sens de la peinture, mais de l'acte artistique en général, ça a été assez pour Jean-Marc Rochette, et pour moi aussi, je dois le dire, puisqu'on a fait ce livre ensemble, ça a été presque un salut, c'est un terme un peu excessif, mais puisqu'on a fait ça au moment du premier, ce qu'on appelle aujourd'hui le premier confinement,
et de pouvoir communiquer. On s'envoyait des messages, il m'envoyait des images, etc. Ce qui est facile aujourd'hui, ça a été une manière et un jour Jean-Marc Rochette m'a dit ce qu'on fait, on est en train de faire un manifeste là. Et voilà, cette idée de manifeste pour peindre le bleu du ciel, je crois que c'est quelque chose qu'on peut reprendre aussi. Et j'ajoute juste encore une petite chose, c'est que cette collection s'appelle Paysages écrits, qui est aussi le nom d'un prix littéraire qu'on a créé cette année et qui va être remis à l'occasion des rencontres littéraires le week-end prochain. Et ce prix Paysages écrits, il est décerné à un écrivain, une écrivaine, qui traite justement de cette question, indépendamment de questions éditoriales, ça peut être de n'importe quelle maison d'édition, qui traite de ce rapport au paysage. Et donc il y a un jury, tout ça se fait selon les règles démocratiques, qui a choisi cette année un jeune auteur suisse qui s'appelle Bruno Pellegrino, et qui a écrit un livre aux éditions Zoé qui est assez formidable, qui s'appelle Dans la ville provisoire. Qui est une évocation, non pas de la montagne pour le coup, même si Bruno Pellegrino connaît bien la montagne, mais qui est une évocation très très originale, très personnelle de Venise, ce qui est assez gonflé quand on est un jeune écrivain, parce que c'est un thème tellement rebattu dans la littérature, et lui réussit à en faire quelque chose de vraiment neuf. Donc il sera là aussi vendredi, le jour à Aix-les-Bains, le jour de l'ouverture et aussi du concert, de la lecture concert. Vous voyez, je fais bien la publicité. Mais oui, je vois ça. Le vendredi. Il sera là pour recevoir son prix, et puis il parlera aussi. Et vraiment, je le répète, c'est quelqu'un d'assez formidable, et ses livres sont vraiment à découvrir, parce que je pense que c'est quelqu'un qui va devenir un écrivain majeur, quoi. D'accord, donc là vous pressentez la réussite, le succès. Il a déjà publié 2 ou 3 livres, il a une trentaine d'années qui ont été assez remarqués, et c'est amusant parce que c'est un livre qu'avec Anne de La Fontaine de la Fondation, en le lisant, nous avions aimé. Il était déjà venu pour une autre intervention. Et puis on s'est aperçu que quand c'est une dizaine de personnes qui constituent le jury du prix, il y avait une présélection d'une dizaine de titres, et en fait ce qu'on avait senti nous, en croyant être un peu on est toujours subjectif, mais un peu arbitraire finalement dans notre goût pour ce livre-là, ça s'est vu partagé par des gens assez différents, qui sont tous des lecteurs ou des lectrices qui constituent ce jury, mais tous ont eu quelque chose, et ça je crois que c'est le métier d'éditeur, c'est aussi d'avoir de sentir d'avoir cette espèce de suprasensibilité à ce qui peut plaire, après qui marchera ou non, mais de sentir qu'il y a quelque chose qu'on a parfois du mal à définir, qui ne se réduit pas aux recettes de construction d'un livre, mais que quelque chose se passe, et qui du coup va peut-être permettre au livre d'avoir son succès, ou un succès qui peut être modeste, mais à l'échelle finalement de ce qu'on peut espérer, puisque tout le monde n'est pas non plus écrivain pour faire des best-sellers. En tout cas, vous savez très bien faire la promotion aussi des auteurs, des livres. Et d'ailleurs, une question, est-ce qu'on fait la promotion, ou est-ce qu'on édite un auteur, ou on édite un livre, finalement? On édite un texte. Un texte, au départ. Donc on édite un texte. Bien sûr. C'est-à-dire que le texte existe sans le livre. Faut pas confondre le contenant et le contenu. Maintenant, il peut même exister sans le livre du tout, puisque vous pouvez télécharger un texte. Et donc là, on est dans un autre monde. C'est-à-dire que... Ça sera une prochaine émission, on va pas y arriver sinon. Mais si vous prenez le cas de l'éditeur, qu'est-ce que c'est toujours un éditeur? Un éditeur est un homme d'affaires. Alors, quand on dit ça, on imagine toujours le fauteuil en cuir avec le cigare dans la bouche. Non. Il doit savoir la fabrication, l'imprimerie. Oui, tout le... Faire travailler avec ou faire travailler l'auteur. L'accompagner. Après, s'occuper de la diffusion, qui n'est pas la distribution. Les deux mots ne sont pas les mêmes. La distribution, c'est les camions, c'est les colis, c'est les factures. La diffusion, c'est le colportage. Donc, si vous voulez, une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Donc, l'éditeur, il doit savoir où est la faiblesse par rapport à un livre. C'est son métier. Alors, est-ce tous les éditeurs sont comme ça? Eh bien, non.
Non, il y a des éditeurs qui sont beaucoup plus forts sur le texte, mais pour le reste, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui sont... Alors, si on avait 3 qualités, les meilleures qualités qu'un éditeur devrait avoir, ça serait quoi? L'intelligence. Il faut être métier. Alors, l'intelligence. Du coup, vous m'en donnez qu'une. Mais non, mais je vous en donne une qui regroupe toutes les autres. C'est pas à la portée de tout le monde. Je veux dire, il y a peut-être presque plus de gens qui ont envie ou qui peuvent écrire que de gens qui peuvent se poser comme éditeurs. La preuve, c'est qu'on va en chercher et ils sont souvent incomplets. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement, ils savent faire travailler un auteur, ils savent travailler un texte, mais par contre, sur le reste, il suffirait qu'ils parlent du livre qu'ils ne se vendent pas. C'est arrivé. J'ai connu quelques très grands éditeurs pour lesquels j'avais une très grande admiration. D'abord, une fantastique capacité de travail. Lire un livre avec un crayon, comme faisait par exemple Claude Durand chez Fayard, avec un crayon rouge, parce que c'est un ancien instituteur, c'est pas à la portée de n'importe qui. Et de dire à l'auteur, il y a ça qui va pas, si j'étais vous, je ferais ça pour telle et telle raison. Justifier les demandes. Ça, c'est vraiment le nec plus ultra de ce travail. Mais après donner sa chance au texte et au livre, il faut connaître le circuit et bien l'adapter. C'est-à-dire que si vous pensez que vous tenez entre les mains un best-seller, comme on dit, un livre de très grande vente, eh bien, vous n'allez pas l'articuler comme si c'était quelque chose qui peut naître et qui est prometteur. Et qui va attirer peut-être la presse, mais qui pour autant ne va pas faire des 1000 et des 100, comme on dit. Donc c'est un travail qui fait appel à beaucoup d'intelligence. Moi, j'ai été donc il y a quand même pendant... un rôle capital dans la réussite. J'ai été éditeur pendant 18 mois, ce qui veut dire que je suis pas assez intelligent pour l'être, puisque j'y suis pas resté. Je fais autre chose, mais pas ça. Voilà. Donc, je vous assure que les très grands, les gens pour lesquels j'avais, par exemple, mon meilleur ami, il est parti, il me manque terriblement. C'était c'était Bernard de Fallois, qui avait une science infuse de déceler, et pourtant il était paresseux, mais il avait une chance de déceler et de convaincre. Je suis toujours, quand je pense à lui, c'est pas que je le prends comme modèle, je serais incapable, mais j'étais toujours très admiratif. Et heureux les auteurs qui sont passés. Donc on a tous des talents et lui avait celui-là. Ah oui, il avait... C'était du génie. Je sais pas ce que c'est que... Enfin, du talent. En tout cas, c'est un talent de savoir... Oui, il avait du savoir-faire. Voilà, ce que j'aime encore mieux par rapport au talent que je laisse ça à celui qui crée. Il avait du savoir-faire. C'est pour ça que je disais que c'était un homme... L'éditeur est un homme d'affaires, avec affaires au pluriel, bien sûr. Voilà. Alors, on va marquer la dernière pause musicale avec Bourvil. Donc, c'est vous qui avez choisi la musique. C'est La Marche des Matelassiers. Oui. Alors, je crois que vous avez une petite anecdote au sujet de ce choix. Alors, peut-être qu'on va l'écouter avant et vous nous raconterez après. Promis. On l'écoute tout de suite. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Albert Benloulou, c'est vous qui avez choisi d'écouter Bourvil, La Marche des Matelassiers. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que ça donne une très bonne humeur ici à Radio Grand Lac, puisque vous avez bien ri, même ensemble nous avons bien ri. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter pourquoi ce choix? Très court, hein. D'abord, vous avez remarqué que c'est franchouillard jusqu'au bout du béret. Donc, c'est l'hymne des amateurs de San Antonio, tout simplement. C'est-à-dire que Frédéric Dard avait une chose sérieuse, c'est qu'il refusait toujours toute distinction et toute décoration. Il a même écrit plusieurs livres là-dessus. Et d'ailleurs, un jour, il y a un ministre de la Culture, M. Toubon, qui lui a envoyé la décoration des arts des lettres qu'il n'avait pas demandé. Il lui a retourné avec une lettre que je n'aurais pas aimé recevoir. Et les amateurs donc de San Antonio sont venus voir un jour Frédéric Dard. Il y a une association des Amis de San Antonio qui a un congrès qui a lieu la semaine prochaine à Paris. Je pense que dans 2 ans, il aura lieu ici à Aix-les-Bains. Et il y a comme ça plusieurs milliers d'amateurs. Et ils ont décidé de créer une décoration qui était une décoration burlesque, bien sûr, et qui est celle de ces matelassiers avec la chanson de Bourvil qui est l'hymne donc des amateurs de San Antonio. Tout simplement. Très bien. Ils se prenaient pas au sérieux. Surtout pas. Hein? Surtout pas. Ça, c'est chouette. Quand on fait les choses sérieusement, on se prend pas au sérieux.
Oui, c'est une bonne conclusion. Alors, j'aurais aimé, on va le faire rapidement parce qu'on a pris beaucoup de temps pour évoquer d'autres sujets qui sont passionnants. C'est vrai que j'aurais aimé aussi qu'on discute de la place de la lecture, de la place du livre dans notre société qui est quand même très numérique. On est quand même très tourné vers les écrans. Alors, quel regard portez-vous en 1 minute? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que le livre va connaître une diminution? Enfin, quel est votre regard en fait? Moi, pour l'idée que je m'en fais, l'avenir de la lecture est pour moi lumineux. Vous me faites plaisir. Lumineux. Alors, l'avenir du livre, c'est autre chose. Vous savez, ce sont les écrits qui fabriquent les images. Quand vous voyez un film, il est d'abord écrit, c'est un scénario. Donc les gens qui écrivent et les gens qui lisent, je ne suis pas inquiet sur leur avenir. Voilà. Sur le livre, en tant que support, c'est une autre histoire. Christian Pluche, vous voulez rebondir aussi? Oui, je voulais effectivement rebondir sur les propos d'Albert. Il existe à Grenoble une start-up qui s'appelle Short Edition, qui est une entreprise à impact, donc une entreprise qui a une mission sociale, et sa mission sociale, c'est apporter la lecture dans des endroits où les gens ne vont pas lire. Donc cette start-up a créé des distributeurs d'histoires courtes. J'ai plusieurs de ces textes qui sont dans ces distributeurs qu'on peut trouver dans des musées, qu'on peut trouver dans des gares, qu'on peut trouver dans des centres commerciaux, dans des endroits où il y a des salles d'attente et du temps d'attente. Et plutôt que de passer son temps sur son smartphone à consulter je ne sais quoi, eh bien il y a possibilité avec ce système de télécharger ou de sortir un papyrus de la machine qui va vous donner un temps de lecture de 2, 3, 5 minutes. Et donc c'est vraiment amener la lecture auprès des gens. Et c'est un système qui fait ses preuves, qui a séduit Donc on est Francis encore dans Ford. la promotion de la lecture. C'est un système qui a séduit Francis Ford Coppola, qui a commandé des distributeurs d'histoires courtes pour ses cafés à San Francisco. Et vous, Fabrice Gabriel, quel regard vous portez sur le... Je pense qu'il y a 2 choses différentes, même en les disant très vite. Il se trouve que un peu dans une vie presque antérieure, enfin il y a presque 15 ans maintenant, j'ai travaillé aux États-Unis où je m'occupais, en fait, je dirigeais ce qu'on appelle le bureau du livre français, qui est chargé de la promotion du livre. Sous tous ces aspects du livre français, en l'occurrence aux États-Unis, c'est-à-dire faire la promotion de la traduction, déjà inviter des auteurs, enfin essayer de faire vivre les échanges, avec le monde du livre français. Et à cette époque-là, j'y suis arrivé en 2007. On parlait, on en parle toujours, mais on parlait vraiment comme d'une menace terrible. Oui. De la numérisation, enfin d'un nouvel usage, disons, de la lecture à travers les tablettes en l'occurrence. Et je me souviens d'avoir reçu un nombre important de demandes de France c'était un peu ma fonction à l'époque, qui me demandaient des rapports sur la situation aux États-Unis, le monde de l'édition, où on était, la pratique de la lecture. Et on sentait vraiment à ce moment-là, donc je dis ça fait presque 15 ans, une sorte d'apocalypse à venir. Enfin, le livre en papier, le livre traditionnel allait disparaître. Enfin, et en fait, on n'en est pas du tout là. Et en fait, on n'en est pas du tout là. Et je crois que le livre existera toujours, simplement son usage et même sa place sociale peut-être, sans se lancer ici, on n'a pas le temps dans ce débat-là, est susceptible de changer, enfin l'objet livre auquel on est attaché. Parce que l'autre question, c'est au-delà du support, c'est effectivement celle de l'accaparement, on pourrait dire, qu'on vit tous, je pense, par les écrans, à travers nos tablettes, nos smartphones, etc. On passe de fait, même si on peut avoir tendance à le nier, on passe beaucoup plus de temps. Et même si on a des livres effectivement qu'on peut lire sur nos tablettes, je pense que moi j'ai l'impression par exemple de lire moins, en durée,
je ne le faisais il y a quelques années. Et je le regrette. Et pourtant, je peux dire que je suis un gros lecteur. Enfin, voilà, ça a toujours été mon activité quasi principale. Donc voilà, le temps s'est réduit. Ce qui va advenir de tout cela, franchement, je n'en sais rien. Mais je vous dis, cette espèce d'expérience que j'ai pu avoir dans le monde du livre m'invite plutôt à être d'une relative prudence. Je ne vais pas dire d'un certain optimisme, mais voilà, je pense que le livre existera toujours, quoi. Bon, alors on va conclure l'émission avec quand même cette touche d'espoir. Moi, je vois quand même la lumière, cet espoir lumineux autour du livre. Merci vraiment à vous d'être venu ici, d'avoir échangé et d'avoir aussi transmis toute cette passion et votre expérience autour du livre. Je rappelle quand même les quelques dates. Donc pour les rencontres littéraires, elles auront lieu donc de la FACIM. Elles auront lieu. Elles commencent vendredi, je crois à 18h30. À 18h30, oui. C'est ça. Et puis la remise du prix et puis la lecture concert de Bertrand Belin. Alors, je peux encore dire juste un petit mot, c'est pour remercier un mot, parce que je sais que je suis bavard. Pour remercier Christian Pluche en particulier d'avoir choisi tout à l'heure Nino Ferrer, avec une chanson absolument magnifique. Et puis je vois que c'est presque un clin d'œil à son propre livre dont il n'a pas eu le temps de beaucoup parler. Alors quand même, qui s'appelle Chez Nini. Et voilà. Alors là, c'était plutôt Chez Nino. Et si je dis ça, c'est parce que je trouve que Nino Ferrer est vraiment, il est évidemment connu, mais c'est un vrai génie et c'est quelqu'un qui a à voir avec avec un art de l'écriture aussi, pas seulement de la composition. Et on parlait du rapport entre le roman, la nouvelle, etc. Mais la chanson qui est passée est un pur chef-d'œuvre parce que ça raconte une histoire et ça joue sur le contraste entre la musique et ce qui est raconté, sur le sens de l'ellipse. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Christian Pluche, un mot. Je suis obligée de vous couper. Je suis désolée. Eh bien, écoutez, merci. Et effectivement, je n'avais pas fait le rapprochement entre Nino Ferrer et Chez Nini. Mais maintenant, c'est fait. Merci. Alors, vous pouvez aussi retrouver Lydie Salvert sur France Inter dans l'émission d'Augustin Trapenard lundi à 9h. Et à la télévision aussi, à la Grande Librairie. Grande Librairie. Ouais, ce mercredi. Voilà. Une très bonne émission que j'aime beaucoup. Donc, je rappelle, les rencontres littéraires ce week-end. Du vendredi 10 au dimanche 12 à Aix-les-Bains et au prieuré du Bourget du Lac. Est-ce que vous avez, une actualité à signaler? J'ai une prochaine rencontre littéraire à la librairie Garin à Chambéry ce vendredi à partir de 18h. Une bonne adresse. Très bonne adresse. C'est une bonne adresse. Très bonne adresse, effectivement. Ouais. Alors, je vous remercie chacun d'entre vous et puis aussi vous et auditeurs d'avoir écouté et participé à cette émission. Retrouvez-nous également sur la page Facebook de Radio Grand Lac et de l'Épicerie culturelle du territoire. Vous pouvez réécouter l'émission sur le podcast de Radio Grand Lac, sur YouTube. Et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission. Ok, idée. À très vite. Très bientôt, merci.